il y avait un peu un coup marketing qui avait marqué les esprits. En décembre passé, on a vendu une Porsche électrique. C'est un peu plus compliqué. Après, on a pris le garage, l'épouse de mon boss, où on a stocké en fait, le matériel et on envoyait. Moi, j'adore me marrer, j'adore taper des bonnes bouffes avec les copains. J'ai un bon terme de sortir des fois de ta zone de confort, surtout quand t'es trop bien dans cette zone de confort. Je te laisse te présenter pour ceux qui vont te voir dans la vidéo et qui vont t'entendre dans la voiture ou dans les écouteurs. Donc, qui tu es? Alors, c'est toujours difficile de se présenter parce que quand on te dit à toi, présente-toi, t'as plein de choses qui te viennent à l'esprit. Donc, c'est toujours un challenge, je trouve, de devoir se présenter soi-même. Mais, alors, je m'appelle Pascal, j'ai 43 ans, bientôt 44. Si j'ose, je te coupe déjà, mais si j'ose, c'est quand? Tu fais quand, 44 ans? Au mois de mai. Ah, moi, c'est le 17 avril. Ah, tu vois. 44. Et puis, je suis né j'ai vécu toute ma jeunesse dans le canton du Jura, donc je suis très ancré jurassien, si on veut dire, d'une certaine façon, un certain mindset, une façon de penser, ce qui a été, je pense, assez utile aussi dans le côté un peu têtu, puis d'aller jusqu'au bout des choses. Je pense que c'est une des qualités, on peut dire, des jurassiens, c'est le dernier petit canton, donc il faut se faire sa place, il faut. Et puis, je pense que au niveau caractère, c'est quelque chose qui peut se ressentir parfois. Je suis venu dans le canton de Vaud quand j'avais 15-16 ans. Et donc c'est mon canton d'adoption où j'ai grandi, où je me suis vraiment éclaté, où j'ai vraiment fait beaucoup de choses. Et puis aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une fille qui a bientôt 8 ans, qui s'appelle Lily, et une épouse extraordinaire qui s'appelle Ella, qui est aussi entrepreneuse. Donc c'est chouette parce que ça permet d'avoir une dynamique et des échanges entre nous qui sont vraiment hyper intéressants et pertinents parce que il y a toujours un challenge comme ça entre l'un et l'autre, quand quelqu'un a une idée, c'est hyper constructif. Et ça, c'est quelque chose que moi je trouve hyper intéressant dans la dynamique en tout cas qu'on peut avoir. Et aujourd'hui, du coup, tu as créé la société, une fois que tu es venu ici, tu as créé la société Coca. On va revenir par rapport à ça, comme ça je mets un petit peu le contexte. Donc, jurassien, parent jurassien. Oui. Et tu es né donc dans le Jura et tu as fait tes études au Jura. Alors, jusqu'à l'âge de 15 ans, après je dirais que la suite de mes études, si on peut appeler ça études, j'ai fait ça sur le canton de Vaud, parce que sur le canton de Vaud, on fait le gymnase, mais en commercial, puis dans le canton du Jura, on appelle ça une école de commerce, mais c'est l'équivalence. Exactement. Tu sors avec presque un CFC quand tu as fini l'école de commerce, ou je crois que c'est un CFC. Après, moi, j'ai fait une maturité professionnelle commerciale en entreprise pendant une année, parce que j'étais pas un super, élève studieux. Moi, j'étais plutôt créatif. Je montais déjà des petites boîtes, des petites choses à côté. Après, j'ai fait une formation accélérée en 2 ans, au lieu de 4 ans à l'époque, ça s'appelait concepteur multimédia. Maintenant, c'est Interactive Media Designer, ici, à Racom. Et puis on était la première volée de classe à faire ça, donc c'était intéressant parce que les profs découvraient le métier, nous on avait aussi une connaissance, donc il y avait un bel échange entre les étudiants et les profs, parce que c'était une branche où on avait plus de connaissances que les profs, et puis d'autres branches où on apprenait des fondamentaux hyper intéressants, donc ça c'était chouette. Et après, en parallèle de ça, j'avais aussi monté une boîte avec un de mes amis qui était à l'école avec moi. Et puis de fil en aiguille, j'ai été engagé dans une petite société à dimension internationale où je m'occupais de gérer toute l'IT, tout ce qui était informatique pour le monde entier. Donc c'était chouette parce que je devais gérer depuis la Suisse en fait. Alors je me déplaçais aussi dans chacun de ces pays parce qu'il y avait un besoin d'aller justement en Chine pour rencontrer les gens, faire comprendre comment on allait mettre en place telle ou telle chose. Donc c'était super enrichissant parce que c'est aussi, toi, quand j'ai démarré, j'avais 25 ans. Quand tu as 25 ans, tu es conditionné d'une façon, dans ta Suisse, dans ta façon de penser. Et puis quand tout d'un coup, tu te retrouves en Italie, en Espagne, au Portugal, où tu as des gens qui ont une façon de penser complètement différente, c'est que hyper enrichissant. Puis après, tu te retrouves en Chine, après, tu te retrouves aux États-Unis, après, tu te retrouves en Hollande, après, tu te retrouves en Pologne, après, tu te retrouves en Hongrie. Donc, c'est toujours des façons de penser différentes. Et en fait, ça t'apprend que, je veux dire, il y a rien de vraiment hyper urgent parce que ça arrive dans des pays où, nous, je sais pas, en Suisse, on est hyper stressé quand on a plus de wifi, quand on a plus de connexion et tout. Et puis t'arrives dans des pays où, peut-être que l'urgence, elle est plus de se trouver qu'est-ce qu'on va manger ce soir, tu vois. Donc c'est intéressant de voir le décalage dans lequel on vit. Puis je trouve que ça apporte aussi une certaine maturité. Et puis ça te permet de grandir. Alors j'ai eu la chance d'être super bien entouré avec des collègues qui m'ont aussi permis d'évoluer.
et de grandir. Et puis aussi, dû à mon éducation avec mes parents, qui étaient toujours dans une éducation très open comme ça, où j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris aussi depuis tout petit. Toi, quand t'es dans le Jura, t'as plusieurs types de métiers. Et puis je me rappelle que ma mère me disait toujours, tu vois. Typiquement mon père est quelqu'un de très intellectuel, à fond, tout ce qui est expertise comptable, etc. Et puis à côté on avait le monsieur qui était agriculteur. Il me disait, tu vois, en fait, autant le monsieur qui vient d'agriculture que la personne qui vient du milieu hyper intellectuel ou de la personne qui est plutôt loin, en fait, t'as à apprendre de tellement tout le monde. Et puis ça c'est quelque chose que j'ai retenu et que je trouve qui est vraiment génial, parce qu'en fait, pour moi, il n'y a pas de différence de classe ou de niveau, en fait. Chacun a une voix, et puis de cette voix, tu peux apprendre un truc qui est merveilleux, quoi, que ce soit quelqu'un de la terre, que ce soit quelqu'un, je sais pas, moi j'ai travaillé dans une usine aussi, quand j'avais 14 ans, et j'ai fait plusieurs, j'ai eu la chance de faire plusieurs choses. J'ai travaillé dans le monde du bois, j'ai travaillé j'ai fait plusieurs types de stages aussi, et j'ai trouvé ça merveilleux, parce qu'en fait, c'est chaque fois des passions, des métiers, des gens qui ont un savoir-faire qui est juste énorme. Et puis ça te permet de te dire waouh, en fait, je veux dire, le gars qui est hyper intellectuel, peut-être qu'il a pas la fibre hyper manuelle. Le fait de voir en fait toutes ces différentes choses, tu te rends compte que chacun a différentes cordes à son arc. Et puis ça, je trouve que c'est merveilleux. On a facilement tendance, je vois, alors j'en fais pas une généralité encore une fois, mais on a facilement tendance à dire que du moment que tu arrives à un certain niveau, t'as plus rien à apprendre des gens qui finalement n'ont pas atteint ton niveau. Et ça, je trouve que c'est une grande qualité aussi de pouvoir se dire que tu peux apprendre de tous les corps de métier ou ne serait-ce que de toutes les personnes. Parce que c'est un petit peu aussi l'idée du podcast vidéo, c'est de dire, c'est comme si on serait dans un bar, on se pose, on est des inconnus, puis finalement, c'est ce qui nous unit, c'est la bière ou ce qu'on va boire, et tu commences à parler, à faire connaissance, puis il y a cette facilité de contact, et finalement, tu vas t'intéresser à quelqu'un que, en temps normal, tu ne serais pas intéressé à lui. Et ça, je trouve hyper intéressant. Par rapport à ton parcours, il y a beaucoup, parce que comme ça, j'essaye de scinder toutes les informations que tu m'as données. Donc, tu as fait tes études, et puis il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est que tu as déjà eu cette fibre, puisque tu as eu des parents qui ont été assez, qui te soutenaient dans cette liberté un peu d'expression créative. T'as assez rapidement eu envie de créer quelque chose. J'ai entendu là que tu disais que assez tôt dans ton adolescence, tu aimais à créer des choses au niveau de l'entrepreneuriat, de prendre un petit peu le lead. C'est déjà quelque chose en toi que tu t'es dit, voilà, c'est quelque chose que je veux faire. Par rapport à tes études, tu t'es dit, finalement, c'est vrai que je vais être entrepreneur parce que c'est quelque chose c'est ça qui m'attire finalement. C'est pas d'être un employé, et puis de gagner mon salaire, et puis de vivre comme ça, vita aeternam, où c'était vraiment cette passion que tu dis, finalement, voilà, c'est ça qui m'a. Oui, je vais faire mon cursus scolaire obligatoire parce que il faut bien que je développe des compétences parce que voilà, ça sort pas comme ça. Et du coup, ma question c'est depuis ton adolescence là au niveau des études, quelles sont les différentes choses que tu as créées? Alors, si tu veux, j'ai toujours bien aimé boutiquer, avoir des petits mandats à gauche à droite, et c'est quelque chose que j'ai toujours apprécié, mais je n'étais pas en train de me dire ouais, je vais être entrepreneur quand j'avais 15 ans. C'était quelque chose que je faisais naturellement, si tu veux. Oui, parce qu'on sait pas ce que c'est déjà. Voilà, complètement. Après, quand j'ai eu 19-20 ans, il y avait vraiment toute cette mouvance autour de l'informatique, du web. On faisait l'amalgame de tas de choses, et moi j'ai eu naissance, je dirais, sur la partie plus informatique digitale, et ça m'a permis. Moi, j'étais assez débrouille, tu vois. Je bossais quand j'étais au gymnase, je bossais comme surveillant des classes pour les salles informatiques. À côté de ça, je bossais au McDo. À côté de ça, je faisais aussi pas mal de hockey sur glace. J'adorais le hockey sur glace. Après, j'ai monté un club de hockey inline parce que c'était pas très répandu sur la région lausannoise. Enfin, j'ai toujours aimé créer, mais je me suis pas dit oui, je vais être entrepreneur. Pour moi, j'ai trouvé un job. D'ailleurs, j'ai eu plusieurs expériences. Petit job de 3 mois là, après un petit job d'1 année et demie là. Après, j'ai eu la chance d'être dans cette société internationale où on m'a confié des grosses responsabilités assez tôt. Puis c'est en parallèle de ça, vu que j'avais déjà mes petits mandats, mes petits trucs à gauche à droite. Je me suis dit tiens,
vu que j'ai toujours aimé créer, toujours aimé faire les choses, bah, j'ai été voir aussi le boss de la boîte dans laquelle je bossais pour lui expliquer, lui dire voilà, écoutez, je suis toujours au taquet pour mon job, mais je suis hyper tenté par démarrer une petite expérience à côté de mon travail, etc. Et puis bah, de sa part, il y a une super ouverture, même une proposition de nous prêter des infrastructures, enfin bref, plein de choses. Donc tu vois, après il faut oser demander, oser faire, et puis bah, je veux dire démarrer aussi. Moi j'aimais bien, j'ai toujours été éduqué comme ça, c'est de démarrer avec les moyens qu'on a, pas de commencer à emprunter. Tu vois, il y avait quand j'ai démarré en 2005, il n'y avait pas de volonté d'emprunter de l'argent. Tu vois, c'était vraiment de se débrouiller avec ses propres moyens, parce que c'était dans mon éducation. Tu vois, aujourd'hui, si je devais démarrer une nouvelle société, bah, je m'y prendrais complètement différemment. Mais là, ça faisait partie de mon ADN. Donc, tu vois, je veux dire, j'ai toujours, si tu veux, fait ça. Mais après, il s'est trouvé que ça a été un match entre l'entrepreneuriat, quelque chose que j'affectionnais particulièrement, mais j'aurais très bien pu rester dans mon job et puis être autant au taquet, puis gravir les échelons, parce que j'étais super bien dans ce job aussi. Mais j'avais que j'ai toujours bien aimé être assez actif. J'ai toujours été un peu hyper actif sur plein de domaines différents. Ça pour moi c'est quelque chose qui va, pour autant qu'il y ait un équilibre, parce que moi j'adore me marrer, j'adore taper des bonnes bouffes avec les copains, j'adore être vraiment de faire un peu le guignol. C'est quelque chose que moi j'aime bien être, j'ai toujours un côté un peu décalé, et puis c'est quelque chose que j'ai toujours bien aimé, parce que j'aime bien avoir aussi en face de moi, surtout quand les gens sont peut-être un peu moins joyeux, que les gens sont un peu travaillés par autre chose. Moi j'aime bien que les gens puissent se dire tiens, quand je suis avec Pascal ou avec d'autres personnes, ça me permet de m'évader, puis de me marrer, tu vois. Et puis de laisser une trace d'une certaine façon positive avec les gens que je rencontre, que les gens qui se disent attends, ce gaillard je l'ai vu une fois, mais c'est un sacré gaillard, tu vois. C'est dans un sens positif, pas dans un sens de dire oui. Donc pour moi c'est hyper important d'avoir cet échange, mais toujours dans le respect, même si j'adore déconner, que j'adore me marrer, que j'adore faire des blagues. Je veux dire, pour moi c'est important de pas heurter non plus. Oui, totalement. Quand je reprends ce que tu as dit par rapport au fait que si aujourd'hui tu devrais créer ta société, tu l'aurais fait différemment avec tes connaissances. Mais inévitablement, c'est ce que je trouve hyper intéressant quand on crée la société. Comme tu dis, il faut se lancer et pas attendre le bon moment, parce que le bon moment, il n'arrivera jamais, parce que tu auras toujours quelque chose à mettre en place pour finalement créer ta société. Et ce qui est hyper enrichissant, comme toutes les boîtes qui se créent finalement, c'est que peu importe, comme tu dis, il faut pas attendre d'avoir l'excellence, peu importe, tu te lances. Et c'est finalement le fait de t'être lancé en 2005 qui a fait que, sans les moyens ou sans ce que tu connais aujourd'hui, a fait que tu développes des compétences et que tu apprennes des choses que tu n'aurais pas appris si tu ne te serais pas lancé. Donc finalement, c'est hyper enrichissant aussi pour la suite et pour être là où tu es aujourd'hui. Par rapport à l'entreprise, donc du coup où tu étais, où tu disais que tu pouvais finalement continuer à voyager par le biais de l'entreprise, à quel moment tu te dis toi, parce que tu disais, tu as parlé avec ton boss, c'était déjà avec le projet de lancer finalement la société que tu as lancée maintenant, ou c'était pour lancer autre chose? Non, c'était déjà avec cette société. Et du coup, lui, il t'a épaulé, il t'a aidé pour lancer cette société en te disant, voilà, tu peux disposer de mes locaux si besoin ou autre. Ouais, c'était un petit peu différent. C'est que, si tu veux, moi, j'ai toujours été hyper impliqué dans mon job. C'est-à-dire que ça a jamais altéré le job pour lequel j'avais. Donc, je bossais vraiment beaucoup. Donc, il y avait aussi un climat de confiance entre ce boss et moi. Après, ce qui s'est passé, c'est que lui m'a dit, écoute, voilà, mon épouse serait peut-être intéressée à faire partie de l'aventure. Donc on s'est associé d'une certaine façon, d'un point de vue technique, où son épouse justement m'a apporté beaucoup de choses au niveau, je dirais, tout ce qui était comptabilité, finance, pendant que moi, je m'occupais de la gestion, choix des produits, mise en ligne des produits, la partie technique, visuelle, enfin toute la partie qu'on connaît de Coca dans l'expérience utilisateur. Et grâce en fait à cet échange et puis à cette alliance, ça m'a permis aussi de démarrer en fait le projet. Et ce qui est assez intéressant, et ça on s'en rend compte aussi plus tard dans l'expérience, c'est qu'en fait chaque fois que tu démarres un projet, ce qui est hyper important, c'est les gens avec lesquels tu vas t'entourer. Et d'être avec des gens qui sont meilleurs que toi et plus compétents que toi, ça te permet d'aller beaucoup plus vite, parce que toi, tu as peut-être une impulsion, tu as peut-être un savoir-faire, limite toi, ton savoir-faire, mais si tu arrives à trouver des gens qui sont meilleurs que toi dans certains domaines,
si tu as l'occasion de pouvoir les avoir avec toi, de les embarquer dans ton aventure, je pense que c'est excellent. Et aujourd'hui, si je regarde chez Goka, dans toutes les compétences qu'on a, je veux dire, toutes les personnes sont 10 fois ou 100 fois meilleures que moi dans chacune des compétences. Moi, je peux apporter une étincelle, un lion entre les équipes, entre les idées. Je peux peut-être des fois lancer une impulsion, mais la réalité, elle vient vraiment de la part des équipes. Et moi, je crois beaucoup à l'intelligence collective, et c'est chouette de pouvoir justement avoir les gens qui disent ouais non mais là tu te plantes, ou bien ah ouais non là c'est génial, mais on va peaufiner le truc, et de pouvoir traiter dans un climat d'échange comme ça. Je trouve que c'est une grande chance. En tout cas, moi j'ai beaucoup de plaisir avec ça. Il y a un lien entre les sociétés que nous on peut lire ou entendre quand tu regardes, quand tu vas un petit peu regarder autour de toi, c'est le fait justement oui, on a une idée de base, mais après tu es quasiment obligé de t'entourer, et quand tu t'entoures, idéalement, tu t'entoures de gens plus compétents que toi dans leur branche de prédilection. Et toi, comme tu disais, tu es un peu ce client entre tout, tu ramènes un petit peu ton idée de base, mais eux, après, vont permettre de développer cette idée. Et ça, je trouve que c'est assez important quand tu vois un petit peu les grandes sociétés qui se sont développées, où il y a quand même ce parallèle qui se fait avec ce que tu viens de décrire. Quand tu vas vers ton boss à cette époque-là, dire que tu veux lancer ta société, tu lui dis quoi? Alors, écoute, on a une certaine proximité aussi. Je lui explique le projet, on en discute. Il est aussi fasciné par le concept parce qu'on trouve en fait un site qui fait des ventes en ligne aux États-Unis. Et puis je dis moi c'est bon, je peux démarrer le truc. J'ai les connaissances techniques pour le faire. J'ai tout ce qu'il faut pour démarrer ça. Et puis elle me dit c'est génial, c'est un super projet. Voilà, si vous êtes intéressé, j'ai mon épouse qui peut vous donner un coup de pouce. Je pense qu'elle serait très intéressée par le projet. Et bon, on s'est assis autour de la table et puis on s'est dit on va démarrer le truc. Mais tu vois, comme c'était à côté du job, pour moi c'était des fois des journées de 20 heures, tu vois. Mais j'adorais ça. C'est quelque chose qui me fascinait. Tu vois, j'avais pas d'enfant. C'était aussi très j'ai pu mettre l'énergie où il fallait pour démarrer en fait ce projet. Puis on la met plus facilement quand c'est quelque chose qui nous passionne que quand on est complètement. Ça c'est sûr. Et ton idée de base, parce que en 2005 il y avait déjà des sites de vente, il y avait déjà des gens qui vendaient des choses. Donc du coup, ton idée de base c'était quoi pour finalement pouvoir te démarquer, parce que c'est pas facile de rentrer dans ce monde-là. Et c'était quoi l'idée? L'idée, c'était de partager un bon plan avec des potes, en fait. C'est simplement ça. De dire, voilà, ce qui se passe, c'est que déjà, en 2005 ou 2004, les gens, moi, me disaient, qu'est-ce que tu penses de ci ou de ça, ou, écoute, quel abonnement je devrais prendre, il y a tel abonnement, j'y comprends rien, etc. Donc, il y avait un côté de sélection, si tu veux, qui était intéressant. Donc, je me suis dit, moi, je vais sélectionner des produits que je trouve bien. Alors c'était plus geek au départ, c'était de trouver des produits que j'avais testés ou que je trouvais qui étaient pertinents, et puis de les partager chaque jour avec les gens qui me suivent, avec les potes qui me suivent. On a commencé avec 20-25 potes, aujourd'hui on a plus d'1 million de potes qui nous suivent, tu vois, donc c'était intéressant de faire ce travail de partage, d'échange. Aussi, pour moi, il y avait un truc qui était important, c'est que les gens puissent s'exprimer. Parce que les marques n'aimaient pas du tout, tu vois. Quand quelqu'un venait, il disait, ce produit, il est nul pour telle raison, ou, tu vois, et les marques n'aimaient pas du tout ça. Et moi, je trouvais que c'était super important de laisser la parole aux gens pour pouvoir avoir justement cet échange. Et puis que la personne qui était peut-être intéressée par acheter le produit puisse se dire, maintenant, finalement, s'il y a telle problématique, je vais pas le prendre, tu vois. Que ce soit vraiment transparent. Et puis ça, je trouvais que c'était chouette. Et c'est ce qui permettait de créer aussi une communauté de confiance, tu vois. Et ça, pour moi, c'est des éléments que je trouve très enrichissants. Je vois que c'est quelque chose qui s'est démocratisé. Maintenant, il y a toutes les entreprises qui mettent des avis en avant par rapport à ça, parce que c'est finalement ce que les gens recherchent, c'est que à l'époque, tu étais presque obligé de acheter, vivre ton expérience, puis finalement, tu pouvais pas la partager, puis on savait jamais qu'il y avait tel ou tel problème, ou que les concepteurs de ce qui a été acheté n'avait même pas pensé, et puis du coup on était un petit peu limité par rapport à ça. Et du coup, donc tu proposes ton idée, il adhère, c'est top, et après, j'imagine, alors de nouveau, le but c'est pas qu'il y ait une deuxième personne qui fasse la même chose que toi, ça serait pas possible, mais il faut avoir des locaux,
il faut faire venir du matériel. Enfin, comment ça se passe au niveau logistique? Parce que j'essaie de m'imaginer, imaginons que moi je suis pas, parce que moi je travaille aussi, et je me dis, j'aimerais bien lancer un truc, etc. Mais c'est quoi? Parce qu'il faut quand même penser à beaucoup de choses. Alors oui, tu t'es entouré de gens qui avaient déjà l'habitude de ce genre en tout cas d'idées ou d'avoir ces réflexions-là. Mais comment tu arrives à mettre finalement sur plan ton idée? Parce qu'une chose c'est avoir l'idée et en partager et te dire, ah ouais, ça peut être cool. Et finalement, c'est passé à l'acte. Bien sûr. Alors, ton idée qui est sur le plan, je dirais, elle évolue de toute façon par rapport aux différents chemins que tu dois emprunter. J'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui travaille dans un grand magasin, qui avait plusieurs produits, puis qui me disait, ah bah tiens, là, j'ai 4 pièces de ce truc-là, sur lequel on met un super prix, ça peut être intéressant pour toi. Donc, il m'aidait à faire la sélection, il pouvait lui aussi envoyer les produits. Donc, si tu veux, il y a eu plusieurs étapes, en fait, quand on a commencé à vendre 3-4 pièces par jour, c'était facile. Après, quand on est passé à 15-20, c'était un peu plus compliqué. Après, on a pris le garage de l'épouse de mon boss, où on stockait, en fait, le matériel et on envoyait les choses. Donc, on a passé vraiment par plusieurs étapes. Après, on est venu du côté de Bussigny, où là, on a trouvé un énorme local de stockage. Donc, on a fait le bureau et le local de stockage. Puis, petit à petit, quand on avait, je pense, on était 5-6, on commençait à avoir quelques sous qui rentraient. Bon, ça nous a permis d'acheter une moquette pour avoir séparé la partie logistique de la partie bureau. Puis on a construit vraiment petit à petit, quoi. On a vraiment été de manière organique, grandi. Et ça, je pense que c'est aussi super important dans le sens où ça permet aussi de construire des bases qui sont beaucoup plus solides. Et puis de pas dépenser de l'argent qu'on n'a pas. Et ça, pour moi, ça a toujours été quelque chose d'important, tu vois. Et aussi le switch de dire, voilà, je quitte mon job où je suis super bien payé, pour finalement partir dans ma boîte où je serai moins payé, mais parce que je crois à ce projet, et puis je vais mettre l'énergie pour, et puis je vais m'amuser, je vais pouvoir faire quelque chose de plus fun, et puis aussi échanger avec cette communauté qui nous suit, qui nous fait confiance. Ça t'apporte une tapée d'énergie d'avoir toutes ces personnes qui sont là, qui te soutiennent, qui te donnent des feedbacks, qu'ils soient positifs ou négatifs. C'est hyper, je veux dire, t'imagines, même si quelqu'un te donne un feedback négatif, il a quand même pris sur son temps te dire que quelque chose n'allait pas. C'est génial. C'est-à-dire que cette personne, elle te veut du bien, au final. Même si peut-être le ton n'est pas adapté parce qu'elle est peut-être fâchée pour quelque chose. Mais au final, cette personne, elle a pris le temps sur son temps à elle, qui est précieux, pour te donner un feedback. Donc, moi, je pense que c'est très respectable, tout ça. Et puis, quand tu as le retour, c'est justement là où tu peux apprendre. Parce que finalement, tu lances ta société et puis que tu te bouches les oreilles, on va dire, et que tu ne veux pas entendre ce qui ne va pas ou ce qui va, parce qu'il y a aussi du positif. Effectivement, tu ne peux ni progresser, ni apprendre de tes erreurs, ça c'est une certitude. Il y a un truc que je voulais te demander par rapport à ce parcours, parce qu'on a un petit peu coupé sur cette liaison-là, mais quand tu décides, alors peu importe au niveau du parcours professionnel, parce que j'imagine que ça a été le cas, mais quand tu décides de te lancer comme ça, tu en parles un petit peu à tes parents, ils te font un retour, ils te suivent à fond, ils te disent, écoute, de toute façon, lance-toi, ça peut fonctionner, etc. Avec ton papa, qui était sur cette partie un petit peu plus intellect ou autre, comment ça se passe? Écoute, non, je pense que pour moi, j'ai toujours été d'avis que quand tu as un projet, moi je suis pas le genre de personne qui dit, ah ouais, il faut signer un NDA, machin, moi je crois pas du tout à ça. Je pense que quand tu as un projet, au contraire, il faut en parler avec un maximum de personnes, parce que tu vas obtenir un maximum de retours. Donc non, moi je vais tout de suite parler à beaucoup de monde, à mes parents, à tout le monde. Il y a, bien sûr qu'il y a des gens qui vont te dire tu vas te planter, il y a des gens qui vont te dire, mais c'est très bien, moi je trouve ça encourageant. Et même si quelqu'un est hyper négatif, tu te dis stop tout, machin, etc. Moi j'écoute. Si c'est pertinent pour moi, je prends. Si c'est pas pertinent, je prends pas, mais je continue à avancer. C'est aussi ce côté têtu dont je parlais tout à l'heure, d'aller vraiment au bout des choses. Et j'avais pas grand chose à perdre, tu vois. Je veux dire, à la limite, j'aurais acquis une super expérience. Et il y a eu des échecs, il y a eu des choses qui n'ont pas fonctionné, des choses qui ont super bien fonctionné. Et il y a plusieurs choses. Il y a des décisions qui n'ont pas été bonnes, des décisions qui ont été excellentes, et des rencontres qui ont été néfastes, et des rencontres qui ont été super positives. Donc il y a un mix de plein de choses. Mais moi je trouve que ça te forge, ça te forme, tu vois. Pour moi c'est la meilleure école, c'est l'école de cette vie, de cet entrepreneuriat. Et je trouve que c'est quelque chose pour moi en tout cas, qui m'a beaucoup plus appris que d'être sur des bancs d'école et puis d'écouter la théorie, tu vois. Souvent la théorie est dépassée, mais ce qui veut pas dire qu'il faut pas aller à l'école, hein, c'est pas le message que je veux donner. Mais je veux dire, pour moi, dans mon cas, en tout cas, c'est là où j'ai le plus appris sur le terrain, puis c'est là où moi je me sentais plus à l'aise. J'ai des amis qui ont fait des cursus
universitaires et qui sont extrêmement doués, qui sont vachement bien, et puis parce qu'ils étaient plus faits pour cette partie-là. Moi, j'étais plus fait pour être sur le terrain, apprendre aussi en faisant quelques petites erreurs, bien sûr, même si je pense qu'on peut aussi apprendre sans faire trop d'erreurs, mais voilà, on est en étape par étape, et puis de prendre un peu ce qu'il y a, tu vois. Puis des fois il y a des hauts, puis des fois il y a des bas, et puis faut savoir aussi se relever, puis avancer. On a, heureusement qu'on a tous un peu un parcours de vie qui fait qu'à un moment donné, on choisit des branches différentes, sinon on serait tous entrepreneurs, ou tous des étudiants. Mais il y a une chose aussi qui est dans ce que tu as dit, qu'on entend beaucoup et qu'on lit beaucoup quand tu vas un petit peu sur Pinterest ou dans d'autres sites, bref, peu importe, et où c'est marqué, si tu veux créer quelque chose, n'en parle à personne, si tu veux, tais-toi, parle-en quand tu vas, parce que les gens, etc. Et j'en fais un parallèle où, oui, si tu as peur d'entendre ce qui va être dit, oui, ne le raconte à personne. Par contre, si tu as, comme tu dis toi, cette détermination, ce caractère comme tu mets en avant de je suis déterminé, et moi c'est ce que je veux, alors oui, on peut en parler, oui, tu peux me donner ton point de vue, puis l'être humain est comme ça, c'est-à-dire qu'il va souvent mettre en avant les craintes. Et c'est souvent de la bienveillance. Ils vont dire, oui, mais fais pas, tu vois, tu peux te planter, tu peux. Et il y a rien de mal à ça. Mais il y a certaines personnes qui, quand on leur fait ce retour-là, ils le vivent très mal. Ils se disent, ah non, mais je vais me planter, c'est sûr, avec tous les retours que j'ai, ça va être mort et je vais pas aller de l'avant. Par rapport à ta société, donc, tu te lances, ça commence à marcher, tu as 3-4 pièces, après tu vas dans un garage de la femme de ton chef. À un moment donné, ça prend de l'ampleur. Beaucoup d'ampleur. Ça commence à marcher. Et du coup, comment on arrive à scinder le travail pro et j'allais dire ce kiff de lancer quelque chose, mais qui commence à prendre vraiment beaucoup d'ampleur au niveau temps et au niveau aussi chiffre d'affaires où tu te dis, potentiellement, je peux arrêter de travailler pour aller là-dessus. Donc, du coup, comment ça se passe avec ton patron? Donc, comment ça s'est passé, cette transition? Alors, si tu veux, quand c'était suffisamment mûr, le projet était suffisamment mûr, c'était préparé, 6-8 mois avant, j'avais discuté avec mon boss et son épouse, qui étaient quand même mes associés, pour dire, voilà, moi je vais rejoindre la boîte à 100%, c'est une décision commune aussi qu'on a prise. Donc, si tu veux, tout était préparé, et c'est quand moi je suis arrivé dans la boîte aussi à 100% que là, j'ai pu mettre toute l'énergie dans le projet. Et là, ça a permis de plus croire, si tu veux, de plus grandir. Donc ça s'est fait naturellement parce que tout était transparent, les discussions étaient claires. Je veux dire, c'est quelque chose d'assez normal. Donc là, on quittait le garage pour rentrer dans un local de stockage. Donc on avait déjà 5-6 employés. Donc tu vois, c'était vraiment le démarrage d'une petite start-up, d'une petite aventure. Mais après, tu sais pas jusqu'où tu vas aller. Tu vois, est-ce que tu vas monter à je sais pas moi, 10 personnes, 15 personnes, c'est tout des challenges. Chaque fois que tu engages une nouvelle personne, c'est un nouveau risque, c'est un nouveau salaire, donc il y a eu plein d'étapes comme ça qu'il a fallu gérer. Tu vois, moi j'ai pas été formé pour gérer des gens, par exemple. Je veux dire, après, c'est une façon innée, moi en tout cas, c'est quelque chose qui me passionne de pouvoir échanger avec les gens, de pouvoir discuter. Puis après, tu développes les choses, t'as des gens qui changent aussi, t'as des gens qui aspirent à d'autres choses, donc il faut essayer de les aider, de les accompagner. Enfin, il y a plein de choses qui se mettent en place et c'est assez technique, donc c'est un bon challenge. Et puis après, tu développes, tu fais grandir le projet, et puis les gens te suivent, t'as d'autres personnes qui viennent rejoindre l'équipe, et puis petit à petit, on grandit, on développe des choses. Justement, l'épouse de mon boss quitte le navire, donc moi je reprends en fait le truc parce qu'on avait un désaccord sur 2-3 choses techniques, donc on trouve un arrangement pour que moi je puisse continuer. Maintenant que je suis là à 100%, je prends 100% de la place. Avant j'avais que 10-15% de la place, donc elle qui avait mis en place certaines choses, du coup elle se retire, et puis donc moi je lui rachète en fait ses parts, et puis je continue l'aventure, quoi. Je continue à faire développer la chose, mais tout seul, quoi. Donc là je m'entoure aussi d'autres personnes, je fais rentrer d'autres associés plus tard, donc il y a plein de choses qui se mettent en place
qui permettent de faire grandir la société, de passer par plusieurs étapes. Et puis les choses s'accélèrent. Après il y a des victoires, il y a aussi des défaites. Donc c'est assez intéressant. Tu rencontres des nouvelles personnes, tu commences à construire. Donc c'est hyper intéressant. Et t'as bien sûr des petites embûches. Et puis c'est ça qui je trouve est intéressant, c'est de voir comment peut-être une barrière devant toi, comment tu vas faire pour quand même passer, puis comment tu vas contourner le problème et t'es confronté à des choses plus techniques, à des choses juridiques, à des choses, et c'est génial, c'est passionnant. D'un point de vue tactique et stratégique, c'est hyper passionnant. C'est un apprentissage continu de toute façon. Complètement. C'est clair. Par rapport à la société, elle prend de l'ampleur, mais elle prend de l'ampleur grâce à quoi? C'est quoi ta stratégie pour que justement cette société qui est dans un garage ou du stock de la marchandise parte finalement dans des locaux de stockage Lucini? Il y a plusieurs choses. Il y a le côté que la communauté te fait confiance, il y a le fait que les gens répondent positivement à ce que tu mets en place. Il y a aussi les médias qui s'intéressent aussi au concept, qui relaient l'information. Donc il y a plein de choses qui se mettent vraiment en place petit à petit. Et si tu veux, il n'y a jamais eu une volonté de ma part de dire ah ouais, alors on va faire tant de millions de chiffre d'affaires et puis on va faire tant de personnes, tu vois. Ça n'a jamais été une volonté. On n'a pas d'actionnaires qu'on doit absolument satisfaire. Et puis tu vois, on n'a pas de pression, si tu veux bien, de cette façon. Donc de pouvoir être autonome, mais de pouvoir faire vivre aujourd'hui plus de 200 personnes et puis d'avoir une société qui continue à évoluer, mais qui a aussi une conscience et puis qui a aussi une fibre locale, c'est quelque chose qui correspond finalement aux valeurs à mes valeurs tout d'abord, mais aussi aux valeurs des gens qui composent la société, parce que quand il y a quelque chose qui est pas clean ou quelque chose qui paraît étrange, les gens vont questionner. Et chez nous aussi, dans la façon d'échanger avec les équipes, le type aussi de management, si je peux appeler ça, où on est sur quelque chose de très horizontal, parce qu'on est en holacratie, les gens peuvent dire attends, je suis pas d'accord, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc il y a un vrai échange. Puis moi je crois vachement au fait qu'il n'y ait pas une seule personne qui décide puis des gens qui exécutent. Je pense que l'intelligence collective elle est vachement plus forte et en plus de ça elle est meilleure pour du long terme. Et ça c'est une de mes croyances, et aujourd'hui en tout cas, pour avoir travaillé quasiment tout le temps comme ça, alors oui, des fois tu dois prendre une décision, parce que c'est à toi que revient peut-être le final, mais tu peux consulter les autres, et voilà, écoutez, si je prends telle décision, qu'est-ce qui va se passer? Puis s'il faut vraiment, tu es la dernière personne, mais de manière générale, tu feras toujours une décision de manière collégiale, tu vois. Et ça, je trouve que c'est aussi plus rassurant pour tout le monde. Par rapport à cette société que tu développes seul et qu'après tu t'entoures et que tu commences et que le côté management n'est pas naturel, etc., etc. J'entends que au fur et à mesure, parce que comme tu disais, tu passais de 5 collaborateurs, tu arrives à passer à 10, après tu arrives à 15, et puis voilà, ça continue de progresser. Il y a, comme tu disais, j'ai jamais envisagé d'atteindre un tel ou tel chiffre d'affaires. Le but c'était juste d'avoir du plaisir dans ce que je faisais. Il y a un palier, il y a des limites à Coca, il y a quelque chose où tu te dis on va toujours pouvoir développer quelque chose qui va faire qu'à un moment donné je vais devoir partir de Lucini parce que c'est trop petit. Et ça va devenir Amazon suisse. Non, alors je pense pas qu'il y ait cette volonté-là, parce que déjà on partage pas la même philosophie d'une société comme Amazon, mais je pense que c'est difficile de dire oui, on va continuer à grandir ici et ça. Nous, on veut continuer à avoir du fun et puis donner du fun aux gens qui nous suivent. Et puis garder un côté authentique et puis un échange qui soit hyper, tu vois, nous on parle pas de clients, on parle de communauté. Quelqu'un a un problème, on se met à sa place, on essaie de trouver une solution. Et ça, pour nous, c'est quelque chose qui est fondamental. Tu vois, on a tous les grands groupes de Suisses qui viennent nous poser des questions sur la partie de comment on fait pour gérer, parce qu'ils reçoivent des messages, ouais, vous devriez faire comme Coca, si ça. Alors c'est hyper, je trouve c'est hyper intéressant. Et nous, on partage beaucoup de choses, on échange avec les boîtes qui viennent nous voir, qui nous disent voilà, écoute, on a besoin qui sont des fois bien plus grandes que nous. Donc je trouve même que c'est, je veux dire, un compliment d'avoir une boîte qui est numéro 1 en Suisse dans le e-commerce qui vient nous voir et qui te pose des questions sur comment tu fais ci, ça. Mais tant mieux, qui s'inspire. Je trouve que c'est vachement bien. Ça peut permettre d'offrir un meilleur service. Ça permet au final à des gens d'être finalement d'avoir un service qui est meilleur et puis d'avoir un résultat positif. Je pense que c'est hyper important de le faire. Et aujourd'hui, te dire, oui, alors notre objectif, c'est d'arriver à 500 employés avec tant et tant de chiffre.
Non, c'est pas du tout ça. Je veux dire, l'objectif premier, ça a toujours été d'avoir du fun, mais on a des responsabilités parce qu'aujourd'hui, on a plus de 200 personnes, donc on doit aussi être responsable vis-à-vis de ces 200 personnes pour leur garantir un salaire et autres. Donc on peut pas déconner, on peut pas faire n'importe quoi. Mais par contre, on peut faire des choses vachement bien et on peut continuer à avoir du plaisir, mais avec 200 personnes. Et moi, j'y crois et je pense qu'il y a des boîtes qui sont bien plus grandes, qui ont 20 000 personnes, donc 200 personnes, c'est rien du tout. Tu vois, il faut que ça reste une famille, il faut que ça reste avec une bonne ambiance, il faut que les gens soient épanouis. Et on travaille beaucoup là-dessus, on travaille beaucoup sur plusieurs événements au sein de la boîte, tu vois, que les gens puissent avoir vraiment du fun. Et ça, pour moi, c'est des éléments qui sont importants, tu vois. J'aimerais que les gens aient un bon souvenir de leur passage chez Coca. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui compte beaucoup. Oui. On sent en tout cas dans ton discours, c'est quelque chose qui te touche particulièrement. Mais je trouve intéressant que des sociétés plus grandes ou plus petites, peu importe, viennent s'inspirer un petit peu de ce qui se fait chez Coca. Mais pour avoir vécu et entendu et vu d'autres sociétés, oui, pour le côté professionnel, j'ai envie de dire, mais cette mentalité, cette proximité, cette fun attitude que toi tu mets au travail pour que les gens justement soient marqués par leur passage, pour moi, il doit venir essentiellement du haut de la pyramide, c'est-à-dire là je parle de toi, mais c'est cette approche que tu as qui fait que finalement derrière, tu as des gens qui adhèrent à cette fun attitude ou pas. Et c'est un petit peu les questions que me posent quand des sociétés viennent s'inspirer d'autres sociétés, c'est que finalement tu viens, oui, t'instruire, mais ce qui marche, c'est le tout, c'est pas uniquement cette partie-là de la société, c'est le fait que, oui, il y a cette structure, oui, il y a cette fun attitude, oui, il y a ce patron qui amène ce mindset, cette mentalité, et en fait, c'est une accumulation de situations, de choses qui font que cette Coca, c'est Coca. Et du coup, finalement, Coca, il y en a qu'un, et ça restera toujours la même. Donc, c'est pour ça que ça m'interpelle un petit peu ce que tu disais par rapport à ça. Ah, c'est un état d'esprit, c'est clair. Après, c'est quelque chose qui se transmet, tu vois. Aujourd'hui, j'ai certains de mes collègues qui pensent vraiment de ce côté bienveillance, de ce côté comment être sensible à certaines choses. Et c'est des choses, c'est cool, c'est-à-dire que j'ai réussi à les transmettre correctement, tu vois. Et ils vont même améliorer. Et c'est même meilleur que ce que moi j'aurais fait, tu vois. Et je suis très fier de ça, c'est de voir que les gens sont meilleurs, tu vois. Et tu te dis, waouh, ça c'est cool. Je veux dire, bien sûr, même que tu donnes des impulsions, tu t'occupes un petit peu de mettre en musique tout ça, mais ça veut pas dire que tu dois pas être à l'écoute des gens de ton clan pour pouvoir faire évoluer la chanson, tu vois. Et ça, je trouve que c'est génial. Ouais. Dans ton parcours professionnel, si je reprends tout le cheminement, à un moment donné, tu rencontres l'amour. Comment ça se passe, dans quel contexte, parce que tu m'as dit, tu disais au début que tu as une petite fille et que tu as ta femme qui est extraordinaire. Du coup, comment, dans ton parcours professionnel, dans ton chemin, si on peut en parler, oui, bien sûr. Comment ça s'est passé cette rencontre, et puis Écoute, c'est assez naturel, tu vois, les choses se font. Moi, je rencontre aussi beaucoup de monde, et puis d'un coup, tu as quelqu'un avec qui tu as un petit peu plus d'atomes crochus dans la façon de penser, quelqu'un qui te permet aussi de t'élever, tu vois. Pour moi, c'est important, toutes les copines que j'ai pu avoir et mon épouse, c'est des personnes qui m'ont toujours permis de grandir, tu vois, et puis des fois un peu casser le côté très dur que tu peux avoir des fois en tête, parce que tu as une façon de penser, tu as un conditionnement, tu as une éducation, etc. Et puis de pouvoir te faire évoluer, pas casser, mais faire évoluer ton raisonnement, et puis de voir d'autres choses. Et ça, je trouve que c'est hyper enrichissant. Et du coup, dans le cas de mon épouse, c'était génial parce que elle avait aussi cette fibre entrepreneuriale. Il y avait plein de matchs qu'on fait que c'était vraiment la bonne personne, tu vois. Et puis ça a permis comme dans une société, tu vas pas te marier du jour au lendemain, donc on est resté ensemble, on a appris à se connaître, on a appris à échanger, on a appris à communiquer aussi comme tous les couples. Et puis on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment quelque chose de fort, qu'il y avait une certaine maturité aussi de l'un et l'autre. Et puis voilà, puis les choses se faisant, on a grandi ensemble. Et puis moi, ça a été pour moi, en tout cas, quelque chose qui m'a vraiment permis encore plus de grandir et puis d'évoluer, tu vois. Et je peux être infiniment reconnaissant pour ça. Tu disais qu'elle est aussi entrepreneuse. Elle a aussi une écoute active par rapport à ça. Elle arrive à te
donner des conseils, à te sortir de ta zone de confort, à t'enlever un petit peu de tes idées. Exactement, je trouve que c'est le bon, je dirais le bon terme, de sortir des fois de ta zone de confort, surtout quand t'es trop bien dans cette zone de confort, tu vois, de pouvoir, puis aussi quand t'as des doutes, te rassurer, puis te dire, ah, attends, il y a ci, il y a ça, c'est vachement bien, etc. Donc d'avoir quelqu'un qui puisse t'aider, si tu veux, vraiment à grandir dans un sens positif, je pense que c'est hyper précieux, tu vois. Et vice versa, hein, tu vois, de se challenger, mais toujours de manière bienveillante. Et je trouve que c'est quelque chose qui permet en tout cas de bien grandir. Ah, ça t'amène un peu aussi, ça te permet de revenir à la réalité aussi, de sortir un petit peu de ta tour d'ivoire, comme on a souvent entendu, de cette relation d'une une petite fille, et ça me touche parce que moi je suis aussi papa d'une petite fille de 5 ans, au niveau charge de travail, mental, couple, etc., t'arrives facilement à faire la part des choses, ou ça t'a fait, parce que j'ai souvent tendance à sortir ce morceau de chanson de Stromae qui dit tout le monde sait comment on fait des enfants, mais personne ne sait comment on fait des parents. Et c'est exactement ça, on ne sait pas comment on est parents. Et la charge de travail que ça occasionne. Et du coup, tu as réussi à garder un équilibre entre les deux, Oui. La famille, vie privée et vie professionnelle. Complètement. Alors, aussi parce que mon épouse a réussi avec, je veux dire, brio à concilier les deux, et puis aussi à faire en sorte que, alors moi je me suis aussi ménagé des plages pour pouvoir être aussi beaucoup plus présent. Et puis être un peu moins connecté, je dirais. Donc ça a un super équilibre. Et bien sûr que tu apprends tous les jours. Tu vois, t'arrives d'un coup, te retrouves avec un bébé. Donc il y a toutes ces étapes qui sont hyper sympas. Enfin, en tout cas moi, en tant que mec, je paniquais avant. Je me disais, ah là là, comment est-ce que je vais faire? Et puis tout le monde autour de moi me disait, écoute, tu vois, tout le monde a des enfants, il n'y a jamais eu de problème jusqu'à maintenant, mais toi, comme c'est quelque chose que je maîtrisais pas, c'était vraiment la grosse inconnue. Puis comme c'est une aventure que tu fais à deux, avec ton épouse, bah c'est génial parce que ça te soude encore plus, tu vois. Et surtout si comme je connais, il y a toujours des petits problèmes quand il y a un enfant, il y a ci, il y a ça, ton enfant vient un peu plus vite, ou il y a plein d'événements qui te soudent encore plus. Et moi j'ai trouvé ça maintenant avec le recul génial. Je trouve que c'était une super expérience. Puis maintenant, on a un trio qui fonctionne super bien, où on a la chance d'avoir vraiment je dirais une dynamique qui est géniale, quoi. Et ça te donne vachement envie de revenir à la maison, de revenir au foyer, ça te donne vachement envie de faire des choses. Après, moi, intrinsèquement, mon job est lié à ma vie privée, donc si tu veux, j'ai pas de frontières, mais j'arrive quand même à mettre des moments où c'est que famille. Mais ça n'empêche pas que s'il y a une urgence, quoi que ce soit, je suis toujours disponible. Et puis, donc j'arrive, si tu veux, à jongler de l'un à l'autre sans que ça impacte ma famille. Et puis ça, pour moi, c'est important. Et puis c'est un échange que tu as eu déjà au préalable avec ta femme, de la vie professionnelle vient aussi impacter la vie privée, mais à moindre mesure, c'est d'un commun accord, ça c'est clair. Aujourd'hui, avec ta famille, ton travail de big boss de Coca, t'arrives, vu que t'es un bon vivant, que t'aimes bien rigoler, t'aimes bien t'amuser, passer du temps avec tes amis, chose que on sent dans ta fibre, hein, que t'aimes le contact humain, t'arrives à couper, parce que par exemple, les gens ne savent pas, t'es arrivé hop, mode avion, on coupe parce que j'aimerais me centrer sur ce qu'on va faire, donc merci déjà de l'avoir fait, mais en temps normal, t'arrives à te dire, là, je sais que pendant X temps, je coupe, je pars en vacances, voilà, je suis en vacances, ou ouais, je vais quand même, le matin, la petite elle dort, parce que c'est des choses que, moi je vais tôt le matin au fitness, la petite elle dort, donc je vais vite regarder mes mails, comme ça j'impacte pas ma vie privée pendant mon vacances, ou t'arrives à déconnecter, c'est facile pour toi. Écoute, moi j'ai pas été éduqué d'une façon où tu dois apprendre à déconnecter, et puis pour moi, je veux dire, bien sûr que quand je suis en vacances avec ma famille, je mets l'accent sur ma famille, et si j'ai un moment où j'ai 1 heure ou 2 heures que j'aménage dans la journée, je check ce qui se passe, j'ai aussi des responsabilités, et pour moi c'est important de pouvoir suivre ce qui se passe, d'être au courant. J'ai la chance d'être super bien entouré, donc les équipes elles savent que quand je suis en vacances, si on doit me contacter, s'il y a une urgence, on peut me contacter. Heureusement, il y a rarement des urgences, donc j'arrive à finalement travailler de manière différente quand je suis en vacances, c'est avec un peu plus de recul, j'arrive à être plus créatif, mais je peux pas dire je coupe tout, ce serait pas moi, tu vois, et je serais pas heureux de faire ça. Moi j'ai toujours bien concilié les deux,
Pardon. Et puis c'est hyper important pour moi de continuer à concilier les deux. Et j'ai pas un avantage à dire, je coupe le truc et puis pendant une semaine, on me dérange pas, etc. Mais ça, c'est parce que c'est moi. Par contre, j'encourage mes collègues, eux, à vraiment couper, parce que pour moi, c'est important qu'ils aient pas moi, j'arrive à le faire parce que j'ai été conditionné comme ça. Mais je pense que c'est quelque chose d'exceptionnel, tu vois. Je ne demande pas à mes collègues d'être comme ça. Je leur dis juste, écoutez, vous devez être en vacances. Si vraiment il y a une urgence, les gens ont votre numéro de téléphone, ils vous appelleront, mais pour qu'ils vous appellent, il faut vraiment qu'il y ait le feu, qu'il y ait quelque chose qui soit grave, tu vois. Donc, heureusement, c'est des choses qui arrivent quasiment jamais. Donc, pour moi, ça, c'est important. Il faut laisser aux gens. C'est parti. Après, en ce qui me concerne, moi, j'aime bien suivre, regarder. Ça me permet aussi d'être inspiré sur d'autres choses. Les choses sont ralenties, elles sont pas autant speed que quand je suis au bureau. Donc, ça me permet de réfléchir différemment. Et puis, ces moments-là me permettent aussi de venir avec de nouvelles idées, de nouvelles impulsions. Donc, elles sont bénéfiques aussi pour mon job. Donc, j'arrive à me ressourcer et j'arrive à passer un temps super qualitatif avec ma famille, tout en ayant cet équilibre qui me permet aussi de pouvoir créer, de pouvoir être dans un moment où je vais peut-être venir avec des nouveaux inputs, des nouvelles idées, et puis je vais les échanger avec un de mes collègues qui sait que je suis en vacances, avec qui je peux échanger, etc. Et puis voilà, mais je vais avoir un rythme qui sera différent, certes, mais qui est quand même important pour moi finalement parce que c'est ma boîte, c'est mon bébé, et j'ai envie de pouvoir garder un œil là-dessus en fait. J'aurais peut-être posé la question parce que maintenant tu as donné envie à tout le monde de bosser pendant les vacances. Non, surtout pas. C'est pas du tout ce que parce qu'en t'entendant, c'est hyper challengeant, motivant et inspirant en tout cas. Il faut pas que ce soit un poids, faut pas que ce soit quelque chose qui soit, je dirais, de la même intensité que quand tu es au bureau quotidien. Totalement. Et c'est surtout pas le conseil que je donne de dire aux gens, vous devez bosser. Au contraire, moi, le conseil que je donne, c'est couper. Et s'il y a une urgence, les gens vous contacteront. Mais quand c'est ta boîte, c'est toi qui as créé, moi, dans mon cas, c'est un petit peu différent. Je coupe, je dirais, les choses opérationnelles du quotidien. Par contre, je m'instruis, je lis des trucs qui sont liés à ma boîte, je vais quand même avoir une vision différente sur ce qui se passe. Je vais dire, tiens, il y a une erreur. Et puis je vais échanger avec mon collègue qui fait un peu le filtre, qui va me dire, écoute, mon gars, là, arrête de nous embêter, ou bien, ça c'est pertinent, etc. Donc c'est un autre rythme, je dirais. Finalement, par rapport à la publication un petit peu dans les réseaux sociaux, de te faire connaître, etc. Je sais, tout le monde sait, ou ceux qui connaissent le cas le savent, au tout début, il y avait une grosse mise en avant marketing avec je me rappelle d'une Porsche qui avait été vendue, je suis d'ancienne génération, mais il y avait un peu un coup marketing qui avait marqué les esprits. Et au fur et à mesure, c'est vrai que ce côté gros buzz, la Porsche ou un Picasso ou des choses comme ça que vous aviez beaucoup mis en avant à l'époque. Aujourd'hui, on est sur une autre tendance. Il n'y a plus de buzz, vous vendez plus des Porsche. Heureusement aussi, c'est pas le but. Mais c'est quoi le concept un petit peu marketing maintenant pour la suite, pour vous faire connaître? Parce que étant le Lausannois, oui, je vous connais et honnêtement autour de moi, tout le monde connaît Coca, mais je suis pas tout le monde. Donc je me dis comment c'est possible qu'en Suisse, tout le monde ne connaisse pas encore Coca? Alors c'est une très bonne question. Alors oui, on continue à faire des offres buzz. Chaque année pendant notre semaine anniversaire, on continue à faire des offres un peu dingues qui sont vraiment des offres anniversaires. D'ailleurs, en décembre passé, on a vendu des Porsche électriques, mais ça c'est autre chose, donc les gens ont beaucoup aimé. La seule chose, c'est qu'à l'époque, on avait la chance d'avoir des journaux papier qui pouvaient relayer l'information. Aujourd'hui, malheureusement, je dirais que le 3/4 des journaux papier qui avaient du contenu, qui faisaient un peu le buzz, ils sont malheureusement plus présents. Donc de ce fait-là, t'as l'impression que il y a moins ces offres, mais elles sont toujours là, sauf qu'on a moins de visibilité. Mais c'est normal, ça fait partie du climat dans lequel on est, ça fait partie de ce qu'on vit au quotidien. Donc non, on garde cette folie, c'est hyper important pour nous. Et puis on essaie d'innover sur plusieurs choses. On a innové sur l'accès à la propriété. Il y a d'autres choses qui sont dans le pipeline dans lesquelles on veut venir. Mais c'est clair que quand t'as fait autant de bruit dans le passé, c'est toujours compliqué d'aller toujours plus loin, tu vois, et puis de dire, voilà, qu'est-ce qu'on va faire encore plus. Donc, c'est assez challenging. Mais chaque année, pour le 1er avril, on a toujours un truc déconnant qui plaît aux gens, on aime bien, et la communauté est là, elle répond positivement. D'ailleurs, on voit, au mois de décembre, quand on a vendu, justement, des Porsche Taycan électriques, on a eu plus de 100 000 personnes qui étaient dans le fil d'attente
justement être tiré au sort pour pouvoir acheter justement ces véhicules, tu vois. Et c'est assez intéressant de voir que ça continue, mais comme tu dis, on a l'impression qu'il y a moins, que c'est moins visible, mais c'est parce qu'en fait aussi en termes de médias et puis de relais, on a peut-être moins aujourd'hui, on va peut-être moins aller vers un journal pour dire ah bah tiens on va faire ci, on va faire ça, etc. Parce que on veut aussi satisfaire plus notre communauté actuelle, tu vois. C'est quelque chose qui est important et on se rend compte de plus en plus qu'on va faire de plus en plus de choses pour notre communauté actuelle. On met un accent plus sur la partie service. Alors oui, on fait même si je suis pas un grand fan de e-marketing et de choses traditionnelles, oui c'est des choses qu'on fait. Aujourd'hui on est très peu connu en Suisse alémanique, on commence gentiment à se faire connaître, on a une équipe qui est dédiée pour la Suisse alémanique, donc on développe certaines choses, mais aujourd'hui on a aussi augmenté la palette d'offres parce qu'on a aussi eu beaucoup plus de demandes, de gens qui disaient ah on aimerait bien plus d'offres sur ci, sur ça, etc. Donc on n'a pas, je dirais, un catalogue comme certains grands sites avec X millions de références, mais on a une douzaine d'offres par jour qui sont dans des domaines différents, et puis on les a mises en place parce que les gens nous ont demandé ça. Alors si tu veux, c'est peu, 12 comparé aux millions de produits qu'il y a, mais ça peut paraître beaucoup comparé au début de Coca où tu avais 4 ou 5 offres, tu vois. Donc voilà, on essaie de trouver la bonne balance et puis de revenir à quelque chose qui est plus essentiel, d'avoir une expérience qui soit personnalisée pour chaque personne qui nous suit. Donc on va aussi venir avec des nouvelles choses. On a travaillé sur les abonnements de téléphonie mobile, on a travaillé sur les cartes de crédit, on essaie de travailler sur d'autres sujets qui touchent aussi les ménages de tout le monde. Donc l'idée c'est vraiment de venir avec de nouvelles choses et puis de rendre accessible ce qui n'est pas pour un maximum de personnes, mais toujours sans qu'il y ait de petites lignes, sans qu'il y ait de petits trucs cachés, etc. On essaie vraiment de partir et puis d'être le plus je dirais fun possible, et puis qu'il n'y ait pas de contraintes pour les gens. Et puis ça, c'est quelque chose qu'on aime bien et puis qu'on veut continuer à cultiver. Alors, c'est clair qu'il y a ce côté très transparent dans les publications des annonces que vous avez. Le côté immobilier avait beaucoup fait parler de vous, positivement, mais avait fait beaucoup parler de vous. Et il y a quelque chose que je me posais comme question, c'est que où tu parlais du Sunrise, par exemple, pour citer que, il y a plein d'autres. Quand vous allez alors, j'ai deux questions. Il y en a une. Comment vous réussissez, finalement, à proposer quelque chose qui n'est pas dans l'actualité? Par exemple, si je prends Sunrise, ils ont leurs abonnements, ils ont leurs choses. Puis vous arrivez, puis vous proposez tout à fait autre chose, toujours avec eux, mais tout à fait une offre qui n'existe pas et qui est limitée dans le temps pour pouvoir en profiter. Alors, j'imagine que c'est bien en discussion avec eux, etc. Mais quand c'est des choses un peu plus fun, ou un peu plus folles, ça se passe comment? Vous avez une équipe qui est dédié à réfléchir, à amener des nouveautés un peu folles, ou c'est la même équipe, par exemple, qui propose les offres qu'on a tous les jours, parce que tous les jours, moi, j'ai aussi une notification qui me propose d'aller voir, ou c'est la même équipe? Non, en fait, si tout le monde au sein de chez Coca est automatiquement fait partie de l'équipe. Si tu veux, tu peux avoir n'importe qui, quelqu'un qui travaille en logistique, quelqu'un qui travaille au support pour la communauté, tu peux avoir quelqu'un, dans n'importe quel département qui peut venir avec une idée et dire ah ça serait génial si on n'a pas d'équipe dédiée pour cette partie-là. Après, quand on travaille avec des entreprises comme l'opérateur que tu as cité, pour nous, c'est un travail de fond. Tu vois, c'est de dire voilà comment on peut faire un produit qui soit unique pour notre communauté et puis qui soit vraiment intéressant. Et puis c'est des choses qu'on travaille parce qu'en face on a aussi des gens qui veulent, mais c'est des longues relations, c'est vraiment je veux dire des liens qu'on va tisser. C'est aussi si jamais les gens ont un problème qu'ils puissent nous contacter et que nous on puisse les renvoyer vers des personnes qui vont résoudre leurs problèmes. C'est souvent le cas. On est souvent un petit peu critique vis-à-vis de nos opérateurs téléphoniques, alors qu'en Suisse on a de la chance d'avoir 3 grands groupes qui sont relativement excellents. Donc de pouvoir justement des fois avoir une réponse pour une question, t'as un truc qui fonctionne pas, c'est toujours embêtant. Nous on veut que les gens en tout cas qui passent par Coca puissent avoir une réponse rapidement. S'ils l'ont pas, qu'ils puissent nous contacter et que nous on puisse les accompagner pour qu'ils aient leur réponse rapidement et puis qu'ils se sentent pas à se dire ah ouais de nouveau l'opérateur ne répond pas, etc. Donc d'améliorer je dirais l'image parce que il y a vraiment le service.
pour ça qu'il y a toujours cette garantie d'état d'esprit Coca dans tout ce qu'on va faire. Et si quelque chose devait déroger à cette règle, on n'hésitera pas à soutenir en tout cas la personne de la communauté Coca à justement avoir gain de cause ou bien trouver une solution. Ça c'est pour nous hyper important. Et cet accompagnement, on le fait tout le temps. Donc, non, on reste hyper créatif, sauf que on se focus sur d'autres choses. On se focus aussi à soigner un peu plus aussi notre communauté encore. Donc, il y a plein de sujets différents. Et de temps en temps, il y a aussi des coups, des grands coups, souvent pour son anniversaire, même si là, on essaie de faire tous les 18 de chaque mois pour nos 18 ans des offres un peu dingues, tu vois, comme on a fait depuis le début de l'année, par exemple le laptop le moins cher du monde à 99 francs, on a fait des trucs un peu plus techniques comme les GoPro, à un prix jamais vu. Enfin, on essaie de partir aussi sur des choses, mais plus aider notre communauté. On va pas avoir un article dans le journal qui va parler de ça, parce que l'idée c'est vraiment de remercier et fidéliser encore plus la communauté qui nous fait confiance et qui nous permet d'être encore là aujourd'hui. Il y a cette approche et ce service à la clientèle que vous avez développé tout au long des années. Et il y a un truc qui m'interpelle, et ça rejoint ce que tu dis maintenant, c'est que peu importe la taille de la société au fur et à mesure des années, l'idée a toujours été la même. Et même si aujourd'hui vous avez plus de 200 collaborateurs avec le nombre de produits que vous mettez en ligne, etc., il y a toujours cette volonté à être réactif par rapport au client qui a telle ou telle question ou qui a tel ou tel problème. Et on ne parle pas uniquement de la télécommunication, on parle vraiment de tous les objets que vous mettez à disposition. Et ça, je trouve quand même que c'est quelque chose qui permet de vous démarquer du reste. C'est que des fois, enfin, je ne vais pas critiquer telle ou telle enseigne parce que maintenant je n'ai pas en tête qui me met comme ça, mais des fois, tu appelles et tu as vraiment la sensation qu'ils ne sont pas en Suisse, les gens qui sont en train de te répondre, et qui te répondent, voilà, ils sont devant leur écran, et puis il n'y a pas cette volonté de finalement personnaliser l'entretien. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire, c'est que moi, si je vais avoir Pascal au téléphone et qu'il m'expose son problème, je vais m'intéresser à son problème. Et je ne vais pas simplement lire une marche à suivre selon la situation, tu vois. Et ce côté, cette approche que vous avez, elle vous permet de vous démarquer. Et franchement, moi, parce que je suis aussi client Coca, c'est vraiment quelque chose d'appréciable parce que moi, j'ai jamais eu de problème. Mais par contre, je vais lire par rapport à tel ou tel produit, par les retours, et je vois systématiquement qu'il y a une réponse de la personne de Coca qui explique et puis qui interagit plusieurs fois. Il n'y a pas que juste jamais une réponse et puis non, il y a une réponse, donc réponse de la personne, donc réponse encore de Coca. Et je trouve que cet échange est hyper intéressant. Est-ce que tu penses qu'avec les années, jusqu'à aujourd'hui, vous avez réussi à l'atteindre, enfin, à faire la même mentalité? Est-ce que tu penses qu'avec les années, la société, si elle s'agrandit, vous arriverez toujours à maintenir ce côté proche de la communauté, parce que c'est pas des clients, c'est de cette communauté? Je pense que c'est essentiel. C'est comme tu disais, quelque chose qui nous démarque, c'est qu'on n'a pas, genre, qu'on t'appelle un prompteur, qui dit, ah ouais, Oscar, oui, machin, etc. Non, c'est pas comme ça que ça marche. On veut pas que ça marche comme ça. On veut que ça reste personnalisé, on veut que les gens aient un vrai échange, qu'il y ait justement des gens qui sont ici, qui sont basés, principalement à Bussigny ou éventuellement à Zurich pour la société Manic, mais qui sont vraiment ici pour te répondre et te donner un vrai retour en te disant non mais attends là c'est clair et net, ça va pas, ça on va t'aider, on va trouver une solution, mais c'est juste être humain en fait. C'est ce qui fait en fait, je dirais, une de nos forces, dans le sens où aujourd'hui, même si on est digital, je trouve qu'on est souvent on nous compare finalement au commerce qui est juste en bas de chez toi, parce que tu sais que tu peux rentrer, le gars il te connaît, etc. Puis de garder cette proximité, même si on est online et digital, on arrive à le faire parce que ça fait partie de l'ADN et ça fait partie de ce que nous on veut garder, qui nous différencie aussi d'une grande enseigne qui fait certainement un excellent job. Et puis le plus important, c'est qu'elle puisse résoudre ton problème, et ça marche 9 cas sur 10. Surtout en Suisse, on a beaucoup de chance, il y a une qualité de service qui est excellente. Mais nous, on aimerait aller un petit peu plus loin. On aimerait vraiment pouvoir avoir le suivi, d'avoir le feedback, de pouvoir vraiment créer un contact humain avec les gens qui le veulent et les gens qui ne souhaitent pas du tout, puis qui vont tout faire par email, mais ça c'est aussi ok. L'idée, c'est vraiment de laisser à la personne qui te contacte, de laisser justement le type de canal avec lequel elle va te contacter, mais surtout qu'elle puisse au final être satisfaite du résultat de ce qu'elle a eu, et puis de lui enlever aussi le poids de la problématique. Si elle a un problème avec un produit, le maximum c'est vraiment qu'on lui enlève le poids à elle, que nous on le prenne. Quand il ne t'en fait pas, on va revenir et on va trouver une solution. Et ça, c'est hyper important. Et on y arrive très souvent.
Alors, il y a des cas extrêmes où c'est plus compliqué, parce que t'as une marque derrière qui veut pas, etc. Mais nous, dans le maximum de ce qu'on peut faire, on le fait. Et je dirais que dans 99% des cas, on arrive à trouver une solution qui est satisfaisante. Et puis ça, c'est important. Et ça, pour nous, ce côté prendre soin de notre communauté, il est vraiment primordial. Moi, il y a quelque chose, en tout cas, par rapport à cette interview qu'on vient de faire, parce qu'on arrive gentiment au bout, il y a quelque chose qui me marque, et je pense que c'est l'image que les gens, une partie des gens ont, comme moi j'ai pu l'avoir, c'est qu'on a cet aspect digital avec l'application où tu es dessus, puis tu commandes, etc. Tu vois que les gens répondent, mais finalement, tu sais pas trop si c'est du marketing, et puis ils mettent une photo pour mettre une photo, puis c'est même pas la vraie personne, tu sais, comme on peut se poser la question. Et ce qui m'interpelle, c'est déjà ce contact et cette approche que déjà le patron il a, et qui inévitablement passe aux autres collaborateurs cette proximité, cette fun attitude, et ce côté proche de la personne, de la communauté. Si j'avais pas eu cette opportunité de t'interviewer et de partager avec toi, je l'aurais pas forcément ressenti dans ce que je lis ou dans ce que je vois dans les médias, où oui, il y a un patron, oui, il y a un côté fun, mais ça s'arrête là. On ne sait pas si c'est uniquement toi qui est fun et puis qui kiffe la vie, on va dire, ou si vraiment tu partages ces valeurs-là à tes collaborateurs. Et moi, c'est vraiment quelque chose avec lequel je reste aujourd'hui, c'est de me dire, ah ouais, quand même, c'est vraiment quelque chose qui est ancré dans la société. Il y a vraiment cette volonté d'être proche de la communauté, de faire pour la communauté et exclusivement pour cette communauté, parce que j'imagine aussi que c'est une communauté que tu as développée tout au long des années, et une fois que tu l'as, tu t'y attaches, et tu es attaché avec ces gens qui sont la communauté, mais que ces gens restent satisfaits et restent avec cette mentalité que tu as su développer avec eux, et qu'on n'est pas une société où c'est juste, comme je te disais avant, quelqu'un qui suit voilà. Vous vous appelez comment? D'accord. Vous avez quoi comme problème? Tu vois? Là, on est vraiment dans la personnalité à 100%. Et ça, je trouve vraiment très appréciable pour ceux qui vont pouvoir voir le podcast, de se rendre compte que oui, effectivement, Coca, c'est ça. Et c'est pas l'image que je m'étais faite, moi le premier, de me dire, c'est une application, tu commandes, tu feras ta marchandise, et puis ça s'arrête là un peu, tu vois, ça va pas plus loin. Et puis si tu commandes, souvent, c'est, comme tu disais, c'est des gens qui sont énervés. C'est souvent les gens qui commandent, parce que quand ça va bien, on est tous humains, quand ça va bien, c'est normal que ça aille bien. Et du coup, quand ça va pas, non, on écrit, puis on est agressif, et puis on est, tu vois, on envoie. Puis il y a cette volonté, même dans l'agressivité ou même dans ces reproches un peu négatifs, d'avancer et de permettre à la communauté de toujours être satisfait et de se dire que cette expérience-là, pour la personne de la communauté, elle a été positive malgré le côté négatif, et du coup, ça fait que la communauté, les gens, continueront à venir. Donc c'est tout à ton honneur d'avoir mis en tout cas cette mentalité, ces valeurs-là dans la société. Moi je voulais juste te remercier en tout cas pour le temps que tu as pris. On a pris là facilement 1 heure, donc facilement ce temps que tu as pris pour moi. J'ai beaucoup eu de plaisir à t'interviewer, parce que c'est toujours pour moi hyper enrichissant de me demander comment les gens arrivent à se dire je vais créer ça. Je vais lancer ça, je dois engager du monde, je prends ma responsabilité. Il y a quand même des gens qui vont travailler avec moi. Je suis déterminé, je viens de tel ou tel endroit, mais ça ne m'empêche pas de me projeter, de créer finalement une société, Coca ou autre, peu importe. Et du coup, voilà, le temps que tu as pu prendre avec moi aujourd'hui, je te remercie pour ce temps. Et puis voilà, j'espère en tout cas que pour toi ça a été aussi plaisant que ça l'a été pour moi, au niveau de la découverte de qui est Pascal Meyer, pour les gens qui ne te connaissent pas personnellement, qui ont juste lu du texte vis-à-vis de toi. Et puis voilà, pour moi en tout cas un grand plaisir. Merci beaucoup. Non, j'ai eu énormément de plaisir. C'était vraiment hyper chouette. Et c'était un moment que je trouve hyper intéressant, et que tu approches aussi différente dans l'échange. Donc je te remercie pour ça. Et c'est important pour moi, même si ça ne sont pas pour tout le monde, mais de garder ce côté authentique. Et c'est, je pense, c'est l'état d'esprit et puis cette façon je dirais, que les équipes ont de réfléchir et de faire les choses qui doit, pour moi, persister. Et puis il n'y a pas de calcul, de dire ah oui, non, il faut rester authentique, il faut répondre aux gens. Et ça, pour moi, c'est la moindre. C'est juste un respect à avoir vis-à-vis des gens qui peuvent te poser une question, qui peuvent t'interpeller. Et ça, pour moi, c'est normal, ça fait partie de la vie, et on doit respecter tout le monde. Donc, et merci vraiment à toi d'être venu jusqu'ici à Lucini, et puis de m'avoir donné la chance de pouvoir participer à ce podcast. C'est vraiment très apprécié. Avec un grand plaisir, merci.